Bonjour à tous, bienvenue pour cette 12e édition de Table ouverte. Une édition un peu spéciale puisque on va aborder un sujet à la fois triste mais en même temps passionnant autour de l'œuvre de Vincent Brousseau. Alors comme d'habitude, je vais vous demander d'aimer la vidéo, de la partager, de la commenter et de la diffuser au maximum autour de vous. Donc l'idée c'est que cette vidéo prend racine sur un livre qui a été écrit par mon camarade Jean-Baptiste Villemur, donc, que voici autour de l'œuvre, ou du moins des séries d'articles et de conférences, hein, tu me corrigeras si c'est faux, de Vincent Brousseau, autour de l'euro et de la situation du système monétaire européen. Donc j'accueille ce soir Jean-Baptiste Villemur, bien entendu, l'auteur du dit ouvrage, et Charles-Henri Gallois, qui est donc président de Génération Frexit, mais également l'auteur, donc préfacier de cet ouvrage, qui vont venir nous éclairer de leurs lumières les plus vives. Alors, bon d'abord, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ou pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le connaître d'ailleurs, je pense qu'il faudrait introduire un petit peu qui était Vincent Brousseau, et ce qu'il a fait, ce qui l'a amené à vous connaître, et ce qui vous a amené à vous intéresser à ses travaux. Jean-Henri, je te laisse commencer. Oui, si vous voulez, c'est parce que c'est vraiment en réalité l'objet de cette préface. De mon côté, c'est-à-dire que Vincent, pour tous ceux qui l'ont connu, était quelqu'un d'exceptionnel, attachant, et on a vécu toute une partie en fait du combat politique ensemble. Parce que Vincent, moi je l'ai connu personnellement en 2014, quand il s'est engagé dans la campagne, à l'époque, c'était les élections européennes de 2014. Et il faut savoir que Vincent avait déjà un passé politique avant, mais plutôt caché, parce que Vincent, en fait, a un parcours dans la sphère souverainiste qu'on pourrait qualifier d'atypique. Enfin, atypique, pas tant parler de diplôme, parce qu'il y a pas mal de diplômes dans la sphère souverainiste, mais c'est quelqu'un qui avait fait l'école normale supérieure, qui était diplômé également de mathématiques, d'économie, et après il est rentré en fait en finance de marché, puis par conviction en fait en faveur de la construction européenne, c'est plutôt ça qui est atypique, il était rentré en fait à la Banque Centrale Européenne. Et lui, à la base, se disait que l'euro était certainement un moyen pour pouvoir parvenir justement à cette construction européenne et à cette véritable union en fait européenne, et d'aller vers un modèle, pourquoi pas, fédéraliste, ce qui était un petit peu son rêve de l'époque. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est au contact de la BCE, au cœur de la bête, qui s'est réellement rendu compte que, d'une part, l'euro était quelque chose qui n'était pas viable, qui ne pouvait pas fonctionner, et d'autre part, en réalité, que cette sorte de fusion des peuples, lui, il a vécu au cœur de l'Allemagne, donc auprès des Allemands, il s'est rendu compte en fait que c'était quelque chose de complètement utopique, voire antinaturel, en fait, d'avoir une union comme ça de vieux peuples, de personnes qui ont fondamentalement des réflexes, une pensée, une manière d'être, de vivre qui sont fondamentalement différentes. Et pour la partie technique qui est l'objet du livre, évidemment, lui, il a révélé de nombreux éléments, et notamment ce qui l'a quelque part rendu célèbre dans la sphère souverainiste, qui était la divergence des soldes Target 2, qui était, et je laisserai Jean-Baptiste parce que c'est l'une des parties, l'une des composantes du livre, qu'il a mis en avant, qui montre une des fragilités en fait de l'euro, et ce pourquoi, selon lui, il est possible que l'euro disparaisse. Il y a d'autres fragilités, mais lui était vraiment axé sur cette question-là financière. Il a aussi révélé d'autres scandales comme celui du Libor. Donc c'était quelqu'un vraiment de très pointu techniquement, quelqu'un qui a fait ses preuves, quelqu'un qui aurait été évidemment précieux dans une optique de rétablissement d'une monnaie nationale, parce qu'il avait toutes les composantes techniques avec lui. Et je pense que fondamentalement, Vincent nous a quittés maintenant depuis 3 ans, et Vincent avait participé aussi, il faut le savoir, de la genèse de Génération Frexit. Il est membre fondateur, il était au bureau exécutif et il était responsable justement des questions monétaires. Et je pense, et c'est en tout cas l'objet de la préface, et je pense l'objet de la démarche de Jean-Baptiste, le meilleur hommage en fait qu'on peut rendre à Vincent, c'est évidemment de continuer ce combat pour la France, de continuer ce combat pour l'indépendance de la France. Et je pense que ce livre, hommage, s'inscrit pleinement là-dedans.
effectivement, il sera terriblement regretté dans les années à venir. Pour commencer à rentrer dans le vif du sujet doucement, hein, dans le cœur de cet ouvrage, donc, qu'est-ce qui, Jean-Baptiste, t'a poussé à vouloir collecter et synthétiser les écrits de Vincent Brousseau et ensuite d'en réaliser une sorte de somme, hein, pour le présenter au plus grand nombre ou en fait, il y avait j'étais poussé par deux élans différents, l'un personnel et l'autre plus militant. D'abord, j'avais envisagé, du temps que Vincent était encore avec nous, de lui proposer de rédiger, en fait, ce qui aurait été, non pas ce livre-là, mais un livre que lui-même aurait écrit et qui synthétiserait sa pensée. Parce que moi, j'ai découvert la question monétaire, je ne suis pas du tout, à la base, je n'ai pas de formation économique, j'ai découvert la question monétaire grâce à Vincent Brousseau, et je trouvais qu'il avait une approche extrêmement efficace, mais malheureusement, elle pâtissait d'un défaut qui était qu'il s'était un peu éparpillé, parce qu'il l'a exposé au gré des différentes circonstances, donc depuis 2012 essentiellement. Parce que ce sont que des papiers ou des interventions orales. C'est ça, c'est des conférences, c'est des interviews, c'est des entretiens, et c'est aussi beaucoup d'articles, il y a une trentaine d'articles à peu près. Donc c'est une masse assez considérable, il y a beaucoup de choses qui se répètent là-dedans, et il a fait évoluer en fait sa pensée en fonction des événements. Et donc il est très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas suivi ça depuis le début en fait, de se plonger dedans, et qui n'a pas non plus les connaissances de base. Donc, au départ, c'est une chose que j'avais envisagé que nous fassions tous les deux. Alors, malheureusement, voilà, ça n'a pas pu être possible. Et donc après, je me suis dit, écoute, pourquoi je ne le ferais pas moi-même? Parce qu'en fait, au fur et à mesure, je me suis lancé là-dedans. Comme ma formation, je travaille dans l'édition. Donc, je suis naturellement porté à faire ce genre de choses. Et donc, de but en blanc, voilà, de petit à petit, je me suis dit, faisons cette synthèse à sa place, en essayant de respecter au maximum son esprit et comment dire, en simplifiant ou en offrant un accès encore plus simple à ces articles. Quoi. Donc, tu avais un objectif pédagogique et en même temps de colligation d'éléments épars. En fait. Je me disais, il manque un livre comme ça. Les souverainistes n'ont pas de livre sur l'euro. Il y a beaucoup de propos qui sont tenus sur l'euro, on les connaît à peu près tous. Puis il y a beaucoup d'ouvrages techniques sur la monnaie d'une manière générale. C'est ça, mais il n'y avait rien sur la question très spécifique que Vincent Brousseau a apportée au débat, qui est la question des soldes target, et plus spécifiquement du vice originel sur lequel est construit l'euro. Parce que lui, il a vu, déjà parce qu'il était donc à la BCE, et ensuite parce qu'il a assisté à la crise grecque, donc il a vu comment en fait la BCE anticipait elle-même des scénarios de dissolution de l'euro. Donc il était vraiment au cœur du beefsteak, quoi, si je puis dire. Et donc il a un point de vue qui est unique en France, peut-être même en Europe. Je ne sais pas s'il y a un équivalent. Justement, pour moi, c'est la grande inconnue et le grand mystère, mais vous avez probablement tous les deux des éléments de réponse. Pourquoi est-ce que Vincent Brousseau semble sortir du bois en fait avec ses soldes target que personne n'aurait vu, ou du moins dont personne n'aurait vu le problème, et pourquoi ensuite, après ces interventions diverses, ce point n'a-t-il pas été repris davantage? Enfin, est-ce que la BCE, selon Vincent, a envisagé et anticipé ce problème en fait, avec sa propre chute? Alors, en l'occurrence, pas exactement sa propre chute. Ce qu'il faut voir, c'est que le problème des soldes target, en fait, était inconnu même à la BCE. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir Il faudrait probablement résumer vite fait ce qu'est... Alors, le solde target, voilà, c'est ce que découvre Vincent. Ce que Vincent nous expose, c'est qu'il explique que l'euro donc n'est pas une monnaie unique, comme on se l'imagine, comme l'était par exemple le franc du temps que nous utilisions le franc, ou le mark du temps que le Deutschmark était la monnaie allemande, mais qu'en fait, il n'est qu'une sorte un peu d'illusion, une monnaie commune, c'est-à-dire même moins que ça, c'est une collection de monnaies homonymes qui présentent la même, dont les billets sont identiques en fait. Voilà. Et plus exactement, il faut bien comprendre que derrière les circulations de l'euro, que ce soit en monnaie ou que ce soit sous forme scripturale ou sous forme fiduciaire, derrière il y a toujours des créances qui sont nationales. Et la créance définissant la monnaie, en réalité les monnaies nationales existent toujours, en puissance en quelque sorte. Des euros de créance auprès des différentes banques centrales nationales. C'est ça. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour se représenter la chose, c'est comme si du jour au lendemain, en 99, c'est d'ailleurs plus ou moins ce qui s'est passé, il y a eu des préparatifs avant, mais tout à coup, on avait conservé les monnaies nationales, mais qu'elles pouvaient s'échanger dans tous les pays de la zone euro,
et que toutes les banques étaient obligées de les accepter telles quelles, avec un cours identique à la monnaie qui a cours chez elles. C'est comme si, je sais pas moi, les pesetas, tout à coup, pouvaient s'échanger à Berlin et qu'on pouvait acheter des choses à Berlin, exactement comme si on avait des marques. Alors qu'en fait, on avait des pesetas. En fait, ça implique que les banques nationales ont toujours des créances les unes envers les autres, c'est ça? Et ça implique, en fait, le mécanisme effectivement des sold targets implique que les banques nationales existant toujours, eh bien, effectivement, elles sont obligées de... elles tiennent leur compte en quelque sorte, et donc tous les transferts monétaires qui ont lieu au sein de la zone euro se soldent, c'est le cas de le dire, par ces fameux sold targets qui expriment en fait qui expriment les positions en quelque sorte qu'ont les banques centrales les unes vis-à-vis des autres. Donc ça veut dire que... C'est un jeu à somme nulle en fait, si vous voulez, c'est un jeu à somme nulle avec des pays qui sont créditeurs, des pays qui sont débiteurs ou des banques centrales qui sont créditrices, d'autres qui sont débitrices. Et ce qu'a vu Vincent, ce qui explique très bien Jean-Baptiste, c'est que au départ, pour eux, c'était pas censé poser problème parce que la divergence était forcément très faible au départ. Quand quelque chose vient d'être mis en place, les divergences, ça met du temps à avoir lieu. Et surtout, la croyance européiste, c'était de se dire à chaque fois que l'euro, comme toutes les règles du marché unique, vont amener une convergence. Donc à partir du moment où il y a convergence, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir des grosses divergences de ces soldes-là. Or, dans la vraie vie, dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, avec notamment l'Allemagne qui a accumulé des excédents commerciaux, ce qui a fait qu'au niveau du système, il y a eu des divergences énormes, et c'est à ce moment-là, quand il y a eu ces divergences qui allaient grandissantes, que Vincent s'est évidemment rendu compte du problème. Donc en fait, parce que l'idée c'est que la BCE, ou les institutions européennes en général, espéraient que, grosso modo, parce que ça tient à la balance commerciale, si j'ai bien compris, c'est parce que la balance commerciale de l'Allemagne... Il y a des transferts financiers aussi, mais effectivement, le gros impact qu'on voit, c'est l'excédent commercial allemand qui écrase tout le reste. Ça traduit effectivement les différences de balance de paiement entre les pays. Donc ça veut dire qu'il y a une fuite de monnaie vers l'Allemagne, entre autres. De monnaie de capitaux vers l'Allemagne. Et surtout, ça traduit en fait, de façon la plus cinglante, l'échec même de l'union monétaire, mais au-delà de ça, du marché unique, évidemment. Parce que le marché unique ayant été construit dans l'idée qu'on allait vers une convergence, avec les fameux critères qui devaient y amener, qui devaient y conduire, de voir qu'en fait, en mettant une monnaie commune, on ne fait que voir de façon encore plus évidente qu'avant que les économies ne sont pas homogènes. Imaginez, c'est comme si vous avez mis la clé de voûte de la cathédrale et puis vous apercevez qu'en fait les piliers sont en train de s'effondrer. C'est un peu l'effet que ça a dû leur faire à la BCE lorsqu'ils se sont aperçus de ça. Donc en fait, et là-dessus, il y a juste une petite ironie du sort, c'est-à-dire que l'idée étant de dire qu'il y aurait évidemment convergence à la hausse, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait divergence avec des pays qui montaient, notamment l'Allemagne, et d'autres qui étaient plus en difficulté, notamment les pays du Sud. L'ironie qu'on voit à l'heure actuelle, et c'est ce que n'a pas pu voir Vincent, malheureusement, parce qu'il était décédé avant, c'est que là, on voit les sold targets qui sont en train de se résorber un petit peu, mais ils se résorbent pas évidemment par une convergence globale à la hausse des pays ou des pays du Sud qui rattraperaient ceux du Nord, mais ils se résorbent parce que la crise énergétique est en train de flinguer l'Allemagne. Et donc, en fait, évidemment que maintenant, l'Allemagne n'est plus attractive pour les investissements, que l'Allemagne, avec un coût de l'énergie qui devient trop important, va avoir une fuite de son industrie, donc va avoir un excédent commercial qui va se réduire. Et donc, en fait, on va certainement assister dans les mois et dans les années qui viennent à des sold targets qui se résorbent un petit peu. On ne va pas se résorber complètement, mais qui vont se résorber un petit peu, mais du fait, en fait, de l'effondrement de la zone euro et en particulier de l'Allemagne. Donc c'est quand même l'ironie. On peut estimer que ça aura fait ça, quoi. Ouais. Pouf. Mais alors ça, c'est si les soldes de l'Allemagne tombent à zéro, négatif. Ou à zéro. On n'est pas là. Parce qu'il faut se rendre compte des sommes en jeu. On n'en a pas parlé, mais actuellement, l'Allemagne, depuis maintenant 2 ans quasiment, l'Allemagne a 1000 milliards de créances. Je suppose d'ailleurs, parenthèse, qu'avec la politique du quantitative easing de la BCE, la masse monétaire en circulation dans la zone euro a explosé, et donc forcément les sold targets doivent avoir beaucoup augmenté, ou peut-être que je me trompe, je sais. Ça peut participer du phénomène, mais en fait ça dépend, c'est que vous augmentez, si on augmente mais qu'en fait les échanges sont homogènes, ça fait du zéro sur les sold targets. En revanche, si ça accentue cette divergence du fait de la masse en circulation, effectivement ça va aggraver la divergence de ces soldes. Et donc oui, pour avoir une ordre de grandeur, 1000 milliards, ça veut dire que la Banque centrale allemande à 1000 milliards de créances sur les autres banques centrales. Ça veut dire que les autres banques centrales lui doivent 1000 milliards d'euros.
Est-ce que c'est juste un artifice comptable ou est-ce que c'est une créance exigible? Alors ça, c'est un point très important parce que... Alors déjà, il faut voir ce que ça implique. 1000 milliards, je ne sais plus exactement quel est le bilan de la banque des banques, et même, mais enfin, ça représente des sommes absolument considérables. C'est 10 fois, même plus ce qu'ils ont. Enfin, c'est impossible pour eux, pour les pays en tout cas qui sont débiteurs vis-à-vis de l'Allemagne, de payer ça en fait. Pour la plupart. C'est supérieur à beaucoup de PIB. PIB. La moitié du PIB de l'Italie. Oui, c'est ça. L'Italie ayant elle-même un peu plus de 500 milliards. C'est-à-dire qu'elle doit 500 milliards, la Banque centrale d'Italie doit 500 milliards à la Banque centrale d'Allemagne. À peu près le quart de son PIB. Oui. Donc c'est des trucs absolument colossaux. Alors, le point important que tu soulignes, effectivement, c'est un argument qui est parfois avancé, qui peut se dire, oui, bon, c'est le jeu d'écriture comptable. Alors, il y a des vidéos très intéressantes sur ce sujet, qui explique que en fait tout ça se compense. Bon. Mais en fait, parce que je suppose que ça prend en compte aussi les monnaies des pays membres de l'Union européenne qui sont arrimés à l'euro, comme la couronne suédoise, qui n'est pas vraiment les seuls targets, mais non, qui... ils sont c'est un peu différent parce que vous n'êtes pas obligé marqués. d'accepter, vous n'allez pas payer avec votre couronne suédoise à Berlin. C'est vraiment spécifique aux pays utilisant l'euro, ayant l'euro comme monnaie officielle, quoi. En fait, non, c'est pas un artifice comptable, en fait, malheureusement. D'abord, parce que c'est constitué de telle sorte que ce sont effectivement des dettes et des créances auprès de banques, donc il faut bien les devoir. C'est des comptes, en fait, comptes ouverts de l'une à l'autre. Et également parce qu'il y a, en fait, un point de règlement, un point réglementaire, qui précise bien, alors c'est les guidelines de la BCE, qui précise bien que les seuls targets sont des dettes et des créances, et qu'elles sont exigibles. Et en plus, Mario Draghi, alors ça, je l'explique un peu, je l'explique dans le livre, Vincent Brousseau l'expliquait, Mario Draghi a à deux occasions, alors l'ancien Mario Draghi, c'était celui qui était avant Christine Lagarde, le président de la BCE, explique bien que ces dettes sont exigibles, en fait, sont exigibles immédiatement. C'est-à-dire que si un pays quitte la zone euro, ou si l'euro se délite, il faudra rééquilibrer les comptes immédiatement. Alors évidemment, c'est possible. Évidemment, des sommes telles quelles, on ne les trouve pas sous les sabots d'un cheval, donc ça risque, et c'est là où Vincent a apporté quelque chose de fondamental. Il a bien mis en avant et bien compris qu'il y avait une menace endogène à la zone euro, intrinsèque à la zone euro, en fait, à cause de ce seul target, qui pesait d'abord sur la zone euro elle-même, sur l'euro elle-même, et sur les pays qui sont en fait à la crête et les pays les plus exposés. Évidemment, les petites économies, voilà, elles n'ont pas forcément elles n'ont pas autant de problèmes, mais l'Italie qui est débitrice pour 510 milliards maintenant, et l'Allemagne qui est créditrice pour 1000 milliards, ça va être très compliqué. Alors, justement, pour conclure sur tous ces points, quel est le risque, en fait? Quelle est la probabilité que le risque se produise? Et donc, l'euro se trouve confronté à sa propre chute, alors même que l'Union européenne existerait, alors même que nominalement, en fait, tout se passerait bien. Est-ce que c'est probable dans un avenir, disons, une décennie, disons, par exemple? Tant que l'euro fonctionne, enfin, c'est un peu comme le casino, tant que la machine est allumée, ça fonctionne. Et donc, évidemment que pour le moment, ça fonctionne, mais si l'Italie, par exemple, était amenée à quitter la zone euro, eh bien, il viendrait lui taper à la porte pour lui dire « Monsieur, vous devez payer les 500 milliards ». La problématique étant qu'ils ne pourront pas payer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aurait une perte pour le système de l'euro, et on pourrait croire, certains pourraient dire que c'est l'Allemagne qui paierait, mais non, c'est les contributeurs, c'est les contributrices au capital de la BCE. Oui. Donc la France devrait payer aussi, même si on n'a pas l'excédent évidemment de l'Allemagne. Donc c'est un risque finalement pour tous les pays qui resteraient dans la zone euro de devoir éponger les pertes, et c'est évidemment ça le grand risque. Ce qui rappelle aussi finalement ce que disait même Stiglitz pour d'autres raisons, c'est que finalement il vaut peut-être mieux être le premier à sortir de l'euro que le dernier qui en paye les pots cassés. Oui, surtout je suppose que sortie, donc il y aurait dévaluation, par exemple, pour la lire italienne, elle se dévaluerait. Ça voudrait dire qu'il faudrait rembourser dans une monnaie dévaluée. C'est ça. Non, il faudrait qu'ils remboursent en euros, oui. Qu'ils n'émettent plus.
Donc il faudrait qu'ils achètent des euros avec leur lire qui ne vaudrait plus rien. Donc en fait, oui, le problème de 510 milliards est presque, voilà, c'est un multiplié par... oui, c'est pas comme de la dette nationale qui peut être remboursée évidemment en monnaie nationale convertie d'après le principe de l'ex-monétaire. Là, vous devez rembourser, comme c'est le système euro, vous devez rembourser évidemment en euros. Ce qui est inimaginable, où il faudrait faire une création monétaire énorme, ce qui alimenterait la dévaluation et une inflation potentielle en Italie. Donc le plus probable, c'est que la BCE doive prendre sa perte. Oui, c'est ça. Et donc en fait, ceux qui resteraient se feraient couillonner en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un peu penser, alors une analogie un peu grossière, mais ça fait un peu penser au système pyramidal, vous savez, c'est-à-dire où le premier qui part emporte les billes, et puis ceux qui restent épongent les pertes. Alors c'est pas un système pyramidal, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. Et donc, c'est Bernard Madoff. Et donc tu disais combien de temps ça peut durer? Malheureusement, ça peut durer très longtemps, mais comment dire, ça dure aussi longtemps qu'on ne veut pas voir le problème. Voilà. Ça dure aussi longtemps que une cause exogène. D'ailleurs, on l'a vu, hein, lorsque la crise des subprimes ensuite a touché l'Europe et ensuite, ça s'est répercuté sur les dettes souveraines, et notamment la Grèce, il y a eu l'idée d'expulser la Grèce de la zone euro. D'ailleurs, Vincent Brousseau a travaillé à un plan secret qui a été maintenu secret au sein de la BCE, mais d'expulsion de la Grèce. Alors évidemment, officiellement, la BCE a dit non, il n'a jamais été question d'expulser la Grèce. De toute façon, on ne peut pas parce que les traités ne le permettent pas, comme s'ils ne s'arrangeaient pas avec les traités quand ça les... Bref, c'est bien la première fois qu'ils respecteraient. En même temps, on attendrait d'eux qu'ils faisaient des plans pour anticiper ce genre de... Et donc en fait, ça si c'est un point important, en fait c'est prévu. L'euro est réversible, on peut en sortir. Il n'y a aucune interdiction ni légale ni technique qui empêcherait ça. Le seul problème, ça reste les seuls targets. L'avantage de la France, c'est qu'elle est dans une situation intermédiaire où elle a assez peu de seuls targets. Elle en a, mais pas à une hauteur aussi haute. Ça plafonne à 120, 130, mais en règle générale, en fin d'année, ça se résout parce que c'est des questions de banques qui vont placer, les banques ou les institutions financières qui vont placer leur argent en Allemagne, et donc ça accroît notre dette, enfin la dette de la BCE, de la Banque de France, et ça incrémente les créances de l'Allemagne, mais après ça revient en janvier, etc. Donc en fait, la France a une position centrale et on aurait intérêt, même dans l'intérêt de la zone euro, des autres, on aurait intérêt, nous, à sortir. Parce que si la France sortait, c'est un si gros morceau que l'euro cesserait d'exister, en tout cas sa forme actuelle. Très certainement, l'Allemagne en profiterait en disant, bon, on garde l'euro, mais on abandonne les targets et on trouve un autre système tel qu'ils essaient apparemment de mettre en place à l'échelle de l'euro, mais c'est un peu compliqué. Vincent Brousseau a aussi expliqué ce système qui s'appelle la sortie furtive pour l'Allemagne. Je ne développe pas plus que ça, mais en fait, la France détient la clé. Ça, je pense que c'est un point important que les souverainistes devraient comprendre, et pas seulement eux, c'est que non seulement on peut sortir de l'euro, mais en plus, si on n'en sort pas, on risque de se faire avoir si l'Allemagne ou l'Italie ou même l'Espagne, des pays importants, en sortaient avant, parce que c'est nous qui essuierions les pertes. Et enfin, c'est même nous qui sommes dans la position peut-être la plus favorable à ce point de vue-là, pour en sortir sans qu'il y ait pour que les dommages soient le plus limités, pour tout le monde en fait. Et le fait, pour boucler la boucle avec ce qu'on disait en introduction, le fait que l'euro ne soit pas une monnaie unique et qu'on ait gardé les banques centrales nationales rend évidemment le chemin retour beaucoup plus simple, et le fait que l'euro est plus facilement réversible que si ça avait été une monnaie unique. Donc quelque part, ce qui nous explique que ce serait impossible, inimaginable, au contraire, techniquement, ce sera d'autant plus simple parce que les banques centrales nationales sont encore là. Tous les circuits sont là, en fait. C'est essentiellement une question de volonté, et je dirais il faut réussir à s'extraire du dogme et du sortilège un peu de l'euro, du fétiche que ça représente. Bon, on va pas se plaindre d'être dans une bonne situation pour sortir, en tout cas, d'être peut-être même les mieux placés pour sortir en premier. Je vous remercie pour vos interventions, merci pour votre présence. Je vous remercie pour votre attention et puis pour l'écoute de cette vidéo. Je vous dis donc au mois d'avril pour le numéro 14 de Table Ouverte. Et du reste, je vous demande évidemment de commenter, partager, aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que cet ouvrage est en vente donc sur la boutique de Génération Frexit, la boutique en ligne de Génération Frexit, ainsi que sur Amazon. Et puis bien sûr, adhérer et donner à Génération Frexit.